50 nuances de polarisation de la guerre en Iran. Cette guerre en Iran est en train d'impacter autant les Iraniens, toutes nos pensées vont aux victimes et à ceux qui subissent cette guerre affreuse, mais est en train d'impacter aussi l'Occident, provoquant une division qu'on n'a pas encore vue ou constatée dans le milieu alternatif. Jusqu'à là, le Covid avait mis tout le monde d'accord, c'est ça notre ennemi. Maintenant qu'il n'y a plus d'ennemi global, chacun est en train de chercher duquel camp se poser. Et il y a plein de camps qui se forment et du coup, ils sont en train de se tirer les uns sur les autres. Donc, essayons de voir un peu. Notre dernier live a été beaucoup censuré pour des raisons qu'on va évoquer après. Peut-être, entre autres, parce qu'on avait mis le mot Israël dans le titre. On reviendra sur ça plus tard, mais avant, on va regarder... Bon, ça, on va voir après. Au moment où le cessez-le-feu a été négocié, là, ok, Israël a senti le besoin d'aller taper le Liban pour maintenir cette ambiance de guerre, tu vois. Et donc, tu as frappe israélienne au Liban, nous dit France Info, le ministre des Affaires étrangères parle d'un choc et dénonce des attaques intolérables qui fragilisent le cessez-le-feu, sans blague. Mais quelle est la conséquence de ça? On a expliqué au dernier live que Trump est en train de forcer, c'est ça, de forcer Netanyahou de sortir de sa grotte où il se cachait. Parce que là, il est clair, d'un côté, Trump négocie des accords de paix et il fait tout pour que la paix s'installe. Et dès qu'il y a le moindre truc positif de ce côté-là, Israël va systématiquement bombarder des choses qu'ils ne sont pas censés faire, annulant ces accords de paix pour que la guerre continue. Et là, tout le monde est en train de voir. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière, sauf que cette semaine, c'est en train d'aller vraiment en couille. La conséquence de tout ça, plus le temps passe, plus l'État d'Israël est mis sous les feux des projecteurs et les gens n'aiment pas ce qu'ils découvrent, que ce soit au niveau de l'influence de Netanyahou sur les institutions américaines ou de sa volonté de déclencher la Troisième Guerre mondiale en utilisant les USA comme main sanguinaire. Si l'on regarde les faits... les guillemets, là, c'est un truc qu'il a dit, main sanguinaire? Non. Main sanguinaire, c'est une métaphore. Ok, d'accord. Si l'on regarde les faits, on s'éloigne de nos croyances et on regarde les faits. La politique inhumaine du gouvernement extrémiste d'Israël est en train d'être exposée. Résultat, 60% des adultes américains ont désormais une opinion défavorable d'Israël, ce qui était impensable. Impensable. Ok? 60% des Américains ont désormais une opinion défavorable d'Israël. Ça vient de Mario Naufal, c'est un compte validé qui avait participé dans les Twitter Files et tout ça. Donc c'est pas le Pékin lambda et la recherche c'est pas fait avec les pieds. Donc ça c'est quelque chose qu'on expliquait la semaine dernière. Il y a ce que Trump fait, il y a ce qui se passe. En réalité, c'est que les Américains ils se disent putain, ils prennent conscience du AIPAC et leur influence dans le gouvernement américain. Ils prennent conscience de comment les institutions elles sont infiltrées par Israël. Pourquoi? Parce que les Américains veulent pas la guerre. Trump, maintenant, il veut arrêter la guerre parce qu'elle était censée être courte, etc. Et le fait qu'il le fasse, maintenant, ça laisse Netanyahou nu devant tout le monde. Et ça continue. Et ça, il fait ça sans dire un mauvais mot contre Israël en ce moment. Ça, il faut le comprendre. Tout en se faisant taxer de pro-sioniste. Tout en se faisant taxer de pro-sioniste, tu vois ce que je veux dire? Parce que regarde, la conséquence de ça, on a eu une conséquence directe de ça, en France. Écoute cette proposition de loi qui est passée, hein. Donc maintenant elle va être posée au Parlement pour vote, etc. Proposition de loi contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Une pétition contre le texte dépasse les 300 000 signatures. C'est fait. Donc la pétition lancée le 18 février dénonce un amalgame entre l'antisémitisme et la critique d'Israël, antisionisme. Ce qui pourrait constituer, selon lui, un réel danger pour la liberté d'expression en muselant tout soutien à la cause palestinienne. Est-ce que vous vous rendez compte comment des gens comme Dieudonné se sont battus comme des chiens pour que cette distinction soit faite et comment justement cet amalgame a permis à ce narratif à écraser toute forme d'opposition? Parce que si tu critiquais Israël, tu partais directement au mode antisémite. Vous comprenez? Maintenant, c'est un projet de loi qui est voté et il y a eu les signatures nécessaires qui va passer pour vote. Oui, c'est une pétition qui va passer. C'est une pétition qui va donner lieu à une loi. Je sais pas, je n'ai pas les détails de cette histoire. Bah c'est une pétition qui est abordée au Parlement. Non, pas pour contre une proposition de loi. Pétition contre une proposition de loi. Oui.
Donc, mais c'est une pétition qui est posée par un anonyme, excuse-moi, par cette loi. Donc, c'est encore pire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que là, c'est le gouvernement qui propose une loi pour faire la différence des deux. Non. Bah, expliquez-moi, qu'est-ce que je comprends pas. Moi, ce que je comprends, c'est que il y a une proposition de loi. Le gouvernement dit, on va faire une nouvelle loi contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Ok? Donc, c'est-à-dire, en gros, si tu critiques Israël, ou que tu proposes de faire du lobbying, pas du lobbying, du boycott de produits israéliens et tout ça, on associe ça à de l'antisémitisme. Ok? Des gens, ils ont dit, attends, moi, je suis pas d'accord avec cette pétition, avec cette loi, je fais une pétition, et 300 000 personnes signent la pétition. Moi, c'est comme ça que je comprends la nouvelle. Parfait. 300 000. Même comme ça ne change rien du tout à ce que je viens de dire, parce que il a fait la pétition le mardi. Le jeudi, attends, c'était quoi? C'était le 18 février, je sais pas ce que c'était, mais le lendemain, il a eu 100 000 signatures. 2 jours plus tard, il a eu les 300 000 signatures. Et le sujet est abordé. Et ces choses-là, quand elles sont marquées dans les médias, quand il y a cette séparation dans l'article qui dit un amalgame entre antisémitisme et critique d'Israël qui pourrait constituer un réel danger pour la liberté d'expression en muselant tout soutien à la cause palestinienne, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol de ce qui se passe en Palestine et qui le font savoir de plus en plus. Et donc, du coup, ils sont forcément... Le sujet est évoqué, Rudy. Et cette chose-là était impensable. Mais moi, je suis d'accord, bien sûr. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est juste là où il fallait préciser un petit peu. Non, moi, ce qui me choque un peu dans toute cette histoire, c'est que je me retrouve d'accord avec Jean. Merci pour la précision. Barreau, là, le mec avec son regard de psychopathe là qu'on a vu tout à l'heure là, qui est ministre de je sais pas quoi là dans le. T'as la frappe israélienne au Liban, le ministre des Affaires étrangères parle d'un choc et dénonce des attaques intolérables qui fragilisent le cessez-le-feu. Quand je me retrouve d'accord avec ce type-là. Mais c'est des choses-là ensemble. Tu vois, mais c'est ça le problème d'Alice au Pays de Merveilles. C'est ça le problème d'Alice au Pays de Merveilles. Tu es dans la confusion maintenant. Tu sais plus parce que tes ennemis ne se comportent. Tes ennemis qui ont appris à pointer du doigt ne se comportent plus comme des ennemis et tu sais pas quoi faire. Vous voyez ça, c'est un peu différent, d'accord? Supposons que la classe politique... Non, pas d'accord, Nico. Demande pas d'accord avant de donner l'argument. Demande à la fin. Non, tu sais très bien, j'ai des tendances totalitaires, donc moi je demande d'accord au préalable, voilà. C'est comme, si tu veux, la classe politique française, elle était très très influencée, si ce n'était dépendante globalement de lobby de l'État d'Israël à l'extérieur. C'était un peu comme des maîtres à penser et des maîtres à rédiger des lois de la République française, pour beaucoup. Et pendant très longtemps. Sauf qu'à un moment donné, comme le maître d'un chien, mauvais maître d'un chien, à un moment donné, s'il maltraite son chien, à un moment donné, il le bat, il le prive de nourriture, etc. Il y a un point donné où la fidélité du chien, elle ne peut plus supporter la violence du maître. Parce que ça lui porte un tel préjudice qui s'apparente à la mort, dans ce cas-là, la mort politique, qu'il est obligé de mordre, en fait. Il n'a pas envie de le faire. Il n'a pas envie de se couper de ce contact et faire cette déclaration-là. Mais les conséquences de ne rien faire sont encore plus préjudiciables que de faire ce genre de déclaration. Voilà. Écoute, peut-être. Je sais pas. En tout cas, oui. Tu veux dire qu'il fait ces déclarations parce qu'il est coincé stratégiquement. Donc ça veut dire que tout le monde est coincé stratégiquement. Ils sont obligés de prendre cette position-là. Ils sont absolument dans le sens de ce qu'on a dit. Ouais. Et je sais pas, je comprends pas pourquoi il est obligé de prendre cette position-là et 2 semaines avant il se sentait. Parce que s'il prend une autre position, il va être dénoncé comme un va-t-en-guerre en fait. Il va être pointé du doigt comme étant quelqu'un de pire. C'est le ministre des Affaires étrangères. Le gars, il représente la France dans les interactions étrangères quand même, tu vois. Et aussi, il prend l'aspect économique, etc., le blocage du détroit d'Ormuz, les conséquences économiques qu'il y a sur la France, et globalement, la responsabilité qu'il porte, non seulement envers ces lobbies-là, comme je t'ai dit, qui étaient très influents sur la politique française, mais également vis-à-vis de tous les grands industriels et le grand capital français également qui est impliqué dans la politique. C'est là où il commence à y avoir une réelle confusion et une réelle, lutte d'intérêts. Donc, si je te suis, ton hypothèse, c'est que la tension sur ces sujets qui impliquent Israël, elle est devenue tellement importante et tellement visible que le gouvernement, cette tension, il la ressent comme une force plus forte que la force qu'exerçaient les lobbies, style l'ICRA, ECRIF et compagnie, sur le gouvernement. Pour l'opinion publique. en fait, d'accord. Ouais. Ok,
Ça se tient. Et qui plus est, regarde la perspective actuellement de la guerre en Iran. Aujourd'hui, le monde entier, au moins dans la perception du monde, c'est l'Iran qui sort pour l'instant gagnant de cette guerre. Ils ont résisté à la première puissance mondiale. Voilà, ils ont survécu économiquement. Ils imposent leurs conditions dans les négociations. Le monde entier voit ça. Et forcément, eux, vu que ce sont des gars qui s'accrochent à la plus grosse, et si c'est eux les nouveaux patrons ou les nouveaux gars forts, ils vont aller dans leur sens aussi. Parce que ces gars-là, leur fidélité ne vaut rien. Et maintenant, les gars, il va falloir qu'on mette les pieds dans la merde avec cette histoire-là. Parce que on va parler justement des conséquences de tout ça. La semaine dernière, on avait parlé de comment les journalistes se lâchent de plus en plus sur le sujet-là. J'ai choisi un cas très particulier d'une autre journaliste qui a publié une vidéo récemment. Et c'est une journaliste qui connaît bien le sujet Israël parce qu'elle avait tourné un documentaire en 2016 là-bas. Et je voudrais partager avec vous ce qu'elle dit aujourd'hui sur YouTube. Et le contenu reste, il n'est pas censuré, il n'est pas viré, il n'est pas tagué comme étant antisémite ou je sais pas quoi. C'est toujours là, le contenu. Donc, j'ai sous-titré l'extrait parce que la traduction automatique, c'était un peu merdique. Donc, écoutez. Le monde entier doit isoler cet État voyou, d'apartheid, génocidaire, meurtrier en série, pathologiquement menteur, l'isoler, faire honte à quiconque s'y rend, qu'il s'agisse d'universitaires, de célébrités ou de politiciens. Ils ont été exposés pour ce qu'ils sont et le sionisme est à bout de souffle. Il ne subsiste que par le poids de sa propagande et cette propagande s'est entièrement effondrée. Le monde voit Israël pour ce qu'il est et il ne peut pas durer longtemps dans son état acteur. La Knesset israélienne vient de voter une loi autorisant l'exécution des prisonniers palestiniens, mais pas les Israéliens. C'est le vrai visage de l'apartheid israélien. Mais ce n'est pas nouveau. J'ai vu cela de mes propres yeux quand j'étais en Israël en 2016. Un fascisme assumé. Donc là, c'est des extraits de son documentaire en 2016 où elle est allée poser des questions aux Israélites en tant que journaliste américaine qu'elle était. Elle n'avait pas vraiment d'avis sur la question, elle est allée en faire un. Et elle a découvert ça. Donc là, tu as un jeune qui lui dit, on ne peut pas négocier avec ces gens, ça ne sert à rien, d'essayer de leur parler. Il n'y a qu'une seule solution, je les bombarderai massivement. La journaliste dit, elle parle de Gaza. Les gens, ils parlent de Gaza. Le sujet, c'est Gaza. Vous les bombarderiez massivement, elle dit la journaliste. C'est la seule façon de gérer ça. Il dit, dans un ton normal, tu vois, comme s'il parlait des pommes de terre ou des cailloux. Et elle est choquée. Elle dit, je ne réalisais pas cela. Je ne réalisais pas à quel point les Israéliens étaient viscéralement, grotesquement génocidaires. À quel point ils seraient ouvertement fascistes envers quiconque. Ça, c'est un autre jeune qui dit « Les Juifs ne devraient pas épouser des Arabes ». Et pourquoi, elle demande le journaliste? Le jeune qui dit « C'est un gamin ». Et il dit « Parce que les Juifs sont une nation spéciale que Dieu a donnée aux Juifs. Nous ne voulons pas que les Arabes viennent ici. » Et là, tu as une autre jeune qui dit « Nous devons tuer les Arabes ». En rigolant, c'est des jeunes. C'est des jeunes. Et là, c'est une vieille personne. Tu te dis, elle a plus d'expérience ou de sagesse. Bon. Combien de civils ont été tués à Gaza, demande le journaliste, d'après vous? Enfin, d'après ce que vous savez. Elle dit, qui en a quelque chose à foutre? C'est même pas genre qui s'intéresse à ça, c'est who gives a shit. C'est une façon très vulgaire de dire on s'en bat les cas. Vous comprenez. Et le journaliste mais du coup, qui ça insiste. va où cet extrait en fait? Attends. D'accord, mais ne ressentez-vous, justement, d'accord, mais ne ressentez-vous pas, par exemple, de l'empathie pour les enfants? Les enfants grandissent pour devenir des Arabes, elle dit. Bref, je vais avancer ces extraits parce qu'il y en a une tonne. Et où je vais avec ça, elle dit, tu vois comment c'est gênant.
Non, c'est pas gênant. C'est-à-dire, c'est une vidéo d'une personne, moi je la connais pas, et je sais que tout le monde ne pense pas comme ça en Israël. Peut-être c'est une majorité, peut-être c'est 95% de la population, mais il y a des exceptions. Mais justement, jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas que les gens, enfin, à part ceux qui cherchaient vraiment, les gens pensaient qu'Israël, c'est la super dictature qui accepte tout le monde, etc. Et que tout ce qu'ils font, c'est magnifique, c'est super. Et c'est les méchants musulmans arabes autour qui sont les méchants dans l'histoire, qui veulent leur peau, etc., etc. Tu vois. Oui, Nico. Et surtout, regarde d'où on parle. On parle d'un pays comme la France, où le RN, maintenant, qui est un parti qui n'est pas... Enfin, franchement, tu vois ce que je veux dire ? Il est traité de tous les noms de fascisme, etc. Alors qu'au fond, le RN, maintenant, c'est devenu un parti qui était du centre. Et tu vois ce que je veux dire ? Même Georges Marchais, qui était communiste à l'époque, avait des propos vachement plus d'extrême droite que le RN aujourd'hui. Tu vois de quel pays on parle ? On parle d'un pays où ce genre de propos n'existe pas. Enfin, il n'existe... On ne traite plus les gens comme ça. Par exemple, en France, on n'est pas censé. Donc, c'est censé produire un énorme choc au sein du français. Pour moi, c'est de montrer autre chose. Dans cette vidéo, j'ai réalisé quelque chose. Là, je vous ai montré ce que les gens pensent, ok ? Elle a fait le questionnaire chez les gens dans la rue. Mais d'où les gens sont arrivés à ces conclusions-là ? Comment tu peux avoir une population qui tombe dans l'extrême à ce point-là ? Et maintenant, je vais vous donner ce que propagent les médias, ok ? Parce que j'aimerais bien qu'on pointe du doigt la cause du problème. Pas les effets, tu vois, tu peux combattre les effets, tu vois, si tu changes pas la cause, tu auras toujours des problèmes. Donc, là, c'est la presse israélienne, ok? Différentes presses. Si vous me donnez un bouton pour simplement effacer Gaza, chaque être vivant à Gaza ne serait plus vivant demain. J'appuierai dessus en 1 seconde. J'appuierai le bouton tout de suite. Donnez-moi ce bouton, j'appuierai tout de suite et il rigole. Ok, ça c'est un duo de podcasteurs israéliens. Donc, maintenant, là tu as un autre spécialiste lors d'un reportage, enfin d'une interview à la télé. Chaque enfant, il dit, chaque bébé à Gaza est un ennemi. Là, tu as dans un talk show des gens qui discutent entre eux et le gars, il parle des Gazaouis. Je veux les expulser, les exterminer jusqu'au dernier. Un autre spécialiste d'un autre plateau télé, d'une autre chaîne télé qui dit « Nous ne quitterons pas Gaza. Vous allez mourir, vous allez crever de faim et vos maisons seront brûlées. » Là, c'est un autre spécialiste d'une autre chaîne. Et j'insiste sur ça pour qu'on comprenne quelque chose d'important qui nous concerne aussi, nous en France ou ailleurs dans le monde. Il dit, je pense qu'il y ait quelqu'un en Israël qui devrait avoir la moindre pitié pour ces Gazaouis. Il ne veut pas de pitié pour les Gazaouis. Il dit, ni pour les adultes, ni pour les personnes âgées, ni pour les jeunes, ni pour les enfants. En ce qui me concerne, il dit, ils devraient tous mourir de faim. Un autre spécialiste, vous voyez, hein, c'est des chaînes télé. Hein. Donc il dit, nous brûlons leur village et c'est une bonne chose que nous brûlions leur village. Et les chauffeurs de salle après qui applaudissent, évidemment, pour que les gens applaudissent. Ok ? Vous assistez à des images de normalisation. Normalisation de la violence, une opération psychologique sur le peuple israélien. Ok ? Sur pas le peuple, ce n'est plus le peuple israélien qui habite là-bas, c'est des gens qui se sont auto-identifiés et qui sont allés dans ce pays parce qu'on leur a proposé ça comme une solution à une grande tragédie et qui se sont retrouvés à être dirigés par ceux qu'ils sont partis fuir en fait, qui les poussent dans une forme d'extrémisme en normalisant la haine pour les autres. Et cette haine propagée... et c'est important, c'est que, et c'est ça qui rend la situation complètement bordélique, c'est que si on se mettait dans le camp d'en face, c'est pas forcément les mêmes propos, mais c'est la même haine, c'est la même détestation, c'est la même envie de détruire l'adversaire en face. Et à mon sens, c'est ce qui rend cette situation complètement inextricable. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours... Moi, j'assiste énormément de conversations de gens qui parlent de ça. Ah, nous, on est les pro-palestiniens, salauds d'Israéliens, regardez ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. D'un autre côté, tu te mets dans le camp d'en face. Ah, nous, on est les pro-israéliens. Ce que je veux dire, c'est que la complexité de la situation, c'est que ça fait 70 ans que chacun des camps, il est élevé dans l'idée d'exterminer le camp d'en face. C'est ça. Exactement. C'est ça.
Donc, oui, mais qui est représenté aujourd'hui en Occident comme étant la seule démocratie du Proche-Orient, la seule pays défenseur des droits de l'homme? C'est la sale gueule de celui que je vais vous montrer maintenant, parce que c'est là où je voulais en venir. C'est la sale gueule de ce gars-là qui dit, c'est donc pour dire, là c'est le dirigeant du pays qui tire les ficelles, et donc ce qu'il dit lui descend dessous dans les médias qui normalisent les opinions radicales de ce connard, ok? Et la population, elle, tout comme les Français qui se masquaient seuls dans leur voiture, ils font ce que les médias leur disent. On leur dit de haïr les Gazaouis, on haït les Gazaouis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de cerveau, on n'a pas de libre arbitre, on ne réfléchit pas par nous-mêmes, on nous a dit que c'est ça qu'il faut penser pour être dans la bien-pensance, alors c'est ce qu'on fait. Donc, écoutez ce qu'il dit Netanyahou, c'est important. Nous devons, il dit, nous battre avec les armes adaptées au champ de bataille dans lesquels nous sommes engagés. Et le plus important sont sur les réseaux sociaux. Pour lui, la guerre dans laquelle il s'est engagé se passe surtout dans les réseaux sociaux. OK? Et l'achat le plus important qui se fait en ce moment est... Alors? TikTok. TikTok. Donc, Israël achète TikTok. Bien sûr, pas forcément directement. Oui. Ah, ok, d'accord, pas forcément pas forcément directement. Oui, exactement. Mais du coup, TikTok devient pro-Israël. J'ai pas lu le texte de Larry Ellison, là, j'écoutais ce qu'il disait. Larry Ellison, d'origine juive, cofondateur et président exécutif d'Oracle, a joué un rôle clé dans le rachat des activités américaines de TikTok en janvier 2026, avec Oracle détenant 15% de la nouvelle entité. Milliardaire à la fortune, il est important donateur en faveur d'Israël, notamment via Friends of the Israel Defense Forces, etc., etc. Donc, et là, tu as Netanyahou qui te dit, Israël a pris le contrôle de TikTok, et c'est ce mec-là qui a acheté, et ça n'a rien à voir. Donc, il avoue ouvertement qu'il œuvre à travers les grands riches, les industriels, etc. Il prend le contrôle. Enfin, il y a du lobbyisme. Voilà, faut être quand même d'une grande naïveté pour pas. C'est jamais dit aussi ouvertement. C'est jamais dit. Le mec, il te dit, vous savez ce qu'on achète en ce moment, tu vois. C'est pas pareil. Donc, je voulais en venir sur ça. Donc, ça veut dire, il y a cette propagande qui vient. Eux, ils veulent la propagande. Du coup, ils utilisent les médias et aussi les réseaux sociaux. C'est très important, les réseaux sociaux. Et c'est là où nous devons faire très attention à éviter les amalgames entre gouvernement et peuple. OK? Parce que c'est exactement ce qu'il montre cette vidéo. C'est que le peuple en bas, les plus radicaux ne font que répéter ce qui vient de là-haut, ce qu'on leur dit de penser. On a eu en France, vous vous appelez le gros là, comment il s'appelle là, qui donnait le gros sur... Le chibre. Le chibre, qui disait il faut que la gendarmerie... Il s'appelait pas le chibre. C'est comme ça que tu l'appelais, mais il s'appelait pas le chibre. Il s'appelait le chiffre, le chibre. Un gros insupportable qui disait qu'il faut arrêter, il faut dénoncer les non-vaccinés, les arrêter, les mettre en prison. C'est de la normalisation. Et après, moi, j'ai entendu ça par des gens à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils l'avaient entendu de ce connard. Ouais. Tu vois, parce que ce que je veux dire, il ne s'agit pas non plus de dédouaner les gens de la responsabilité des idées qu'ils s'approprient. J'explique la situation, comment elle est. Je ne dédouane personne, c'est juste, je rappelle, quand les gens pensent comme ça, c'est un effet secondaire de ce qu'ils consomment. Et ce qu'ils consomment, c'est ils veulent la sécurité, ils veulent ceux qui les protègent, ils veulent l'État qui les garde. Et l'État israélien, il se trouve que c'est des gros criminels. Oui, Nico? On pourrait tomber dans la facilité de juger le peuple israélien. Mais on a posé au début du live qu'on ne parle pas du postulat du jugement. Là, plutôt, moi, j'ai de la compassion envers ces gens qui cautionnent quelque chose qui n'est pas humainement cautionnable. Qui ne comprennent même pas, en fait. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils cautionnent. Parce que si quelqu'un leur faisait à eux, là, ils seraient vraiment pas contents, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est là et quelqu'un leur a fait à eux, tu vois. Oui, mais non, justement, pas à eux. Là, c'est le jeune, excuse-moi, il n'était pas là en 39-45, hein. Ah, mais je suis pas en train de les excuser. Je trouve d'autant ça plus scandaleux de voir que non seulement c'est arrivé dans une histoire très récente, qu'en plus on nous a râpé les noyaux avec ça pendant tout le
temps, parce qu'il y en a eu des crimes, des guerres, il y en a eu des génocides et ça, mais c'est celui-là qu'on arrive, qu'on te met, que tu tapes les documentaires de 8 heures là quand t'as 9 ans et demi et des choses comme ça, où t'es traumatisé de voir des piles de cadavres. Donc une histoire, un pan de l'histoire qui effectivement est extrêmement tragique. Mais lorsqu'on se revendique les successeurs de ce pan de l'histoire et qu'à ce titre-là, on va brandir sa grand-mère qui a beaucoup souffert à Auschwitz pour justifier tout et n'importe quoi, et que derrière on en vient à tenir ces propos-là, je pense qu'il y a quand même une responsabilité personnelle de tout à chacun. Il y a une espèce de double pensée qui moi me dérange. Surtout, c'est des spirales, c'est des spirales qui tombent et il y a un point de non-retour au-delà duquel il y a plus rien à faire. Malheureusement, c'est vrai, mais c'est encore une fois, c'est un piège qui a été posé dès le début. Dès le début, l'État d'Israël a été créé pour les mauvaises raisons. D'accord, c'est même eschatologiquement, bibliquement, machin trucement, tout ce que tu veux, tu vois, Israël ne devrait pas exister comme État aujourd'hui, c'est aussi simple. Maintenant, ça a été créé. Et il y a des millions de gens qui ont suivi ce piège et qui sont allés là-dedans et qui se sont bouffés des propagandes et des propagandes pendant des décennies et des décennies. Donc maintenant, moi, ce que je dis, c'est de la même façon que vous ne voulez pas mettre tous les Français dans le même panier quand on parle de Covid, des masqués, des non-vaccinés, ou carrément allant jusqu'à 39-45 avec les collabos et tout. C'est pas parce qu'il y a eu des collabos en France que tous les Français étaient des collabos. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la même chose en Israël parce que littéralement, la raison pour laquelle Netanyahou garde la guerre en activité, c'est parce que s'il la perd, il n'y a plus personne qui veut de lui en Israël. Ça fait... On peut prendre quand même 2 secondes. C'est important de préciser. Il y a 2 semaines. Non, mais non seulement de le préciser, mais on a vu il y a 2 semaines ou la semaine dernière un documentaire présenté par Tucker Carlson, donc quand même un des journalistes les plus en vue sur la planète en ce moment, qui parle en anglais, qui nous disait quoi? Qui nous disait en substance que le terrorisme au Moyen-Orient était financé pas directement, mais indirectement par Netanyahou via d'autres pays, parce que il se sert de ça comme une arme politique pour rester au pouvoir. Ou regardez, il y a des sales terroristes, vous avez besoin d'un chef de guerre. Qui c'est le chef de guerre qui va être costaud avec les Palestiniens, même si on va tuer, on va génocider des gens? C'est moi. Votez pour moi. Alors que il y a un an, les gens ils étaient dans la rue pour dire Netanyahou dehors, Netanyahou dehors. Enfin. Et ça, je trouve que c'est extrêmement choquant, parce que continuer à soutenir. Enfin, ça, en dépit, malgré, bref, c'est exactement comme le Covid. Donc, ça veut dire faire très attention à ne pas tomber dans le piège. Je ne suis pas d'accord avec le sionisme politique. Alors, du coup, je tombe dans tous les juifs, c'est pas bien, tu vois. Il faut faire très attention avec, de la même façon que si quelqu'un me pointe du doigt en me disant, toi, tu es un masqué, vacciné, machin, truc autoritaire parce que tu es de Macron. Non, je suis pas de Macron. Excuse-moi, je parle français peut-être, mais je suis pas de Macron. C'est pas parce que j'habite dans un pays que je suis dans la même pensée que son dirigeant. Voilà. Et j'aimerais surtout pas être identifié à quoi que ce soit qui a à voir avec les actes de Macron ou du gouvernement français. Tu vois ce que je veux dire? De cette même façon, on devrait appliquer ça dans d'autres pays où la situation elle est encore pire là-bas en termes de propagande. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, j'aimerais tirer la discussion vers une autre direction maintenant. C'est là qu'il faut qu'on discute parce que dans cette guerre, c'est la plus grande victime, c'est l'union des peuples. L'union des peuples. Car au lieu de voir la situation comme une guerre entre élite et le peuple, on a une guerre où des groupes du peuple disent « telle élite est meilleure que l'autre ». Avec des influenceurs mainstream ou pas, et au lieu que ce soit les peuples qui s'élèvent contre les élites, c'est un groupe du peuple qui s'élève contre l'autre. Et les algorithmes et les IA ne font qu'empirer la situation. On parle de framework disarm, de CTIL et de tout l'appareil diabolique de ceux qui cherchent à nous diviser depuis longtemps, mais les influenceurs avec les analyses les plus pertinentes refusent de prendre en compte ces informations et se laissent chauffer le sang par des chauffeurs de salle qui se manifestent dans leurs commentaires. Et une fois que l'émotion entre dans l'équation, la raison quitte le combat et chacun s'enferme dans ses positions, filtrant l'information en choisissant celle qui lui donne raison, tout en ignorant totalement le reste. Je vous parle en tant que frère, pas de donneur de leçons de morale, juste écoutez ce que je dis là. Et prenez ça en compte et faites ce que vous voulez avec. Mais je parle comme un frère. Je me donne cette possibilité parce que j'aime tout le monde. Ok?
Et il se trouve que moi-même, j'ai fait ça dans le passé. Peut-être je le fais parfois aujourd'hui. Je suis pas en train de dire que moi, je suis plus intelligent que des autres ou je sais pas quoi. Moi aussi, j'ai mes angles morts. Mais là, j'observe des gros angles morts au niveau de la résistance ou de la dissidence. Provoqué de cette histoire d'Israël, le sujet le plus toxique de tous. Alors, voici un phénomène intéressant qui s'est produit sur X, sous un de mes posts, enfin, sous un des posts d'Idriss Aberkan. Que s'est-il passé? J'ai juste posé quelques questions à Idriss à propos d'un de ses posts. Cela a provoqué la réaction de X qui a décidé de masquer ses posts sans que je lui demande, comme si X voulait couper le dialogue. Ok? Voici le contexte. Là, on a Idriss qui écrit « Quand tu as gagné la guerre 20 fois, déjà, mais que tu envoies quand même l'équivalent de 5 divisions sur place, tout en préparant la conscription nationale. » Ok? Ce à quoi j'avais répondu. Donc, j'avais vu le post, parce que je ne pouvais pas ne pas voir le post, sinon je n'aurais pas répondu. Okay? Je pouvais le voir, le post. Ce à quoi j'ai répondu. Le truc, donc je m'adresse à Idriss là, le truc, c'est que je ne crois pas trop les titres qui finissent par « selon des officiels », qui était le cas de Reuters. Okay? L'article qu'il prend de Reuters dit « Trump envoie tant de troupes selon des officiels. Okay? » Le titre, il est là. US to deploy thousands of additional troops to the Middle East, officials say, donc source douteuse, et avec l'extrait qui explique que la source de ça, c'est 3 officiels américains. Sans préciser lesquels, dans quel contexte, rien. Okay? Donc, je dis à Idriss, toi qui as passé du temps à pointer du doigt ce genre de manipulation du narratif mainstream concernant le Covid et un tas d'autres sujets, avec beaucoup de réussite d'ailleurs, bien joué, pourquoi tu crois tout ce que les médias disent aujourd'hui? Pourquoi attaquer autant la propagande de Trump et ignorer totalement l'autre ou les autres propagandes? De plus, les images spectaculaires du post que tu partages n'ont rien à voir avec ce post en question. Elle date de 2019. Donc là, c'était un petit fact-check sur la vidéo qui accompagnait le post qui était... Ça vient d'un site, enfin, d'une page qui s'appelle War. Guerre, quand même, tu vois. Donc le gars, il va faire la promotion de la guerre, il ne le cache pas. Bref, tout ça pour dire quoi? Donc, dans le même post, tu as un titre qui finit par « selon des officiels » d'un article avec des sources douteuses et aussi une vidéo spectaculaire qui semble être un fake mais qui ajoute du sensationnalisme. C'est typiquement le genre de choses que Idriss aurait pointé du doigt comme étant de la connerie sur d'autres sujets. Avec beaucoup de justesse d'ailleurs. Alors, est-il possible, je lui demande, que toi aussi tu sois victime de tes propres biais cognitifs? Tu prends en compte tes biais cognitifs? Tu en parles beaucoup d'ailleurs, notamment dans ton excellent, parce que c'est vraiment un excellent livre, « Libérez votre cerveau ». Il parle des mécanismes cognitifs, des pièges que notre cerveau peut nous faire, etc., etc. Et il connaît le sujet, il maîtrise. Son bouquin, il est excellent. Okay? Mais est-ce que tu prends en compte le contenu de ce livre quand tu fais des posts comme ça? Et vu la situation, j'ai dû préciser, mes questions sont sincères et je ne cherche pas les guerres énergivores et chronophages. Je cherche juste à comprendre. Donc, je viens dans un ton où je pose une question sans le prendre pour un con non plus, tu vois. Et là, résultat, ça. Je retourne un peu plus tard pour voir s'il avait répondu. Je ne m'y attendais pas qu'il réponde, mais par contre, je ne m'y attendais clairement pas à ça. Les posts d'Idriss avaient été masqués. Et ce n'est pas moi qui l'a fait, et techniquement, ce n'est pas lui qui puisse le faire non plus. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas, lui, masquer ses posts chez moi, tu vois. Et donc... Bah, puis ça indique que tu as masqué. C'est ça. Et je n'ai rien fait. Donc, je suis allé tout de suite enlever ça. Mais si je n'avais pas vu ça, ça veut dire que les posts d'Idriss ne s'afficheraient plus chez moi. Ce qui a un coup de censure pour Idriss d'un côté, mais ça peut être aussi vu comme un effort de couper le contact. Tu vois, parce qu'Idriss est un peu moins sanguinaire que d'autres et peut-être plus ouvert au dialogue. Donc, si jamais il y avait un dialogue qui s'entamait, ça ne s'appelait pas l'algorithme de X parce qu'il est programmé pourquoi? Pour alimenter les extrêmes. La même chose qu'ils font dans toutes sortes de situations. Et les extrêmes dans le sujet Israël, c'est un sujet toxique comme il y en a rarement eu, jamais eu en fait.
C'est celui qui a réussi à diviser toute la résistance. Aujourd'hui, tu as les pro-palestiniens, les pro-iraniens, les pro-Trump, les anti-Trump, les ex-QAnon, les pro-QAnon, les X-QAnon, les Y-QAnon, je sais pas quoi, tu vois. Et dès que tu parles d'Israël, il y a que des groupes qui se prennent la tête. Ils ont réussi leur psyop, en fait. Et après, faut pas se poser des questions sur pourquoi ça prend aussi longtemps. C'est parce que nous, de notre côté, en tant qu'individus qui reçoivent et qui voient toutes ces choses-là, au lieu de se concentrer sur apporter la paix, on insiste à avoir raison. Même quand on n'a pas raison, tu vois. C'est-à-dire, ça ne devient plus une question de je cherche à comprendre ce qui se passe, ça devient une question de je cherche à imposer mon point de vue. Et toutes ces choses-là, c'est une psyop qui pousse les gens vers ces directions-là, surtout les influenceurs à travers la section des commentaires. Les chauffeurs de salle, j'ai fait ce commentaire-là, il y a eu tout de suite les chauffeurs de salle. « Oh, Idriss, qu'est-ce qu'il a dit pour ta mère, machin truc », c'est de ce niveau-là, tu vois. Donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que la polarisation est encouragée par les réseaux sociaux et leurs algorithmes. C'est une partie importante du protocole Framework Disarm et on a beau à en parler, tous ces influenceurs dissidents ignorent totalement ces aspects si importants lors de leurs interactions dans les réseaux sociaux, perdant ainsi de l'énergie et du temps qui a pour conséquence une frustration fatigante. Cela active des mécanismes de protection cognitifs qui enferment l'individu dans sa bulle protectrice formée par ses croyances. Vous comprenez que cette polarisation force chacun à... épaissit la bulle d'illusion de chacun, en fait. Ça aide personne. Surtout que ça te repousse vers le con qui est d'accord avec toi. Pourquoi ? Parce que quand tu reçois des commentaires extrêmement agressifs, négatifs, tu considères que l'autre, il est presque sur le point de te tuer, que ce soit intellectuellement ou même physiquement. C'est ça. Donc, et les gars, tous ceux qui peuvent partager son opinion, même si ce sont des gens modérés qui sont capables de dialogue, vu qu'ils ont à peu près la même opinion que celui qui t'a agressé, déjà par essence, tu as un a priori sur lui et tu t'éloignes. Tu dis non, je parle pas avec toi, je parle pas avec des gens qui pensent ça. C'est ça. Voilà, et puis ça a un autre effet aussi, c'est que, je veux dire, à force de tenir des positions parfois, alors je parle ni d'Idriss ni de personne d'autre, mais théoriquement, si tu prends une position virulente, que tu maintiens cette position virulente au péril de ta vie, et que finalement les faits te donnent tort, dans le monde post-vérité, dans le monde du mensonge dans lequel on vit, tout simplement, ça a tendance à quoi ? Ça a tendance à te renforcer dans ton opinion, à te refermer encore un petit peu plus sur ta bulle, à t'extrémiser encore. Et donc, en fait, on a une extrémisation de tous les gens qui, quelque part, je suis convaincu que tout le monde veut du bien dans cette histoire, quoi, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que ça soit Idriss ou ceux avec qui il se tire dessus, les deux font partie du peuple et la guerre, c'est pas entre nous. C'est entre ceux qui sont là-haut, qui tirent les ficelles, qui veulent maintenant l'autorité totale sur toute notre existence. Et au lieu de regarder comme ça, tu vois, et de voir, vous qui tirez les ficelles, là, c'est bon. Tu vois, on se regarde entre nous. Non, mon élite à moi, elle est meilleure que la tienne. Tu vois, c'est un peu ça. Parce que les deux camps, ils sont derrière des forces nationales ou privées, ou peu importe, tu vois. Mais derrière des forces, c'est pas eux qui décident, c'est pas eux qui dirigent. Ils suivent des narratifs. Les uns comme les autres, tu vois. Et donc, moi, j'aimerais juste rappeler quelque chose, parce qu'on a parlé de tout ça plein de fois. Et je voudrais vous rappeler que quand on a parlé des politiques prussiennes, de l'évolution des Prussiens, de ce grand complot contre l'humanité qui avait commencé déjà il y a longtemps, à l'époque de David et tout ça, et qui s'est manifesté par la suite par le Saint-Empire romain catholique, qui était le premier Reich, qui a pris la suite. Saint-Empire roman germanique. Roman germanique, ouais. Qui était le premier Reich. Qui ensuite, on a eu le deuxième Reich, qui était l'État prussien. Et ensuite, on a eu le troisième Reich, qui était Hitler. Et que maintenant, on a la manifestation du quatrième Reich. On aimerait rappeler certaines choses. On a parlé de tout ça. Tout le monde ignore. Ils parlent tous de Hitler. Et ils ne se disent pas pourquoi troisième Reich. C'était quoi les deux autres? Tu vois, parce que cette série-là, j'ai pas envie de voir la suite. Le 1, j'ai vu le 1, le 2 et le 3, c'était pas joli. Le 4, j'en veux pas, tu vois. Et donc, on a parlé de tout ça. Et ce qui est sorti de toute notre série Révélation, les 21 épisodes qu'on avait fait,
c'est comment ils utilisent les réseaux sociaux pour nous diviser, les réseaux sociaux et Internet, avec ces articles-là. Et on avait vu aussi cette mentalité qui consiste à dire quoi ? Tout est résumé dans cet article-là, Révélation 12. Cet égrégore de tyrans a continué son existence sur la terre, cherchant toujours la même chose, l'autorité totale sur l'humanité et la terre entière, pour imposer sa version du bien et du mal. Pour le faire, la méthode était toujours la même, infiltrer les civilisations humaines en utilisant la volonté de bien faire des humains, pour détourner leur évolution et les transformer en des outils de guerre, appliquant le principe littéralement diabolique de « tu es avec nous ou contre nous ». Être avec eux consistait à abandonner son libre arbitre pour accepter leur version du bien et du mal, imposée par les figures autoritaires, puis combattre ce que les figures autoritaires désignaient comme étant mal. Très simple en fait. En gros, c'est le fameux « avec nous ou contre nous ». Donc tous ceux qui ont cette mentalité « avec nous ou contre nous », ils ont déjà perdu la guerre avec le fascisme qui cherche à s'installer dans le monde. Peu importe dans lequel des camps ils sont. Parce que ce qu'il faut savoir derrière, c'est que le camp de gauche ou de droite, c'est deux mains du même corps au final. Le corps des autorités, celles qui sont corrompues dans le monde où on vit. Vous comprenez ? Donc, ça on avait parlé de ça, c'est un épisode, on n'a pas fait ça hier, c'était un moment, mais maintenant, tout le monde est en train de voir. Donc, si on se concentre du côté... Vas-y Nico, vas-y dis, parce que là je pense qu'il faut qu'on passe aussi aux autres sujets. Pardon. Oui, vas-y. Ça me rappelle tellement tu sais, on parle beaucoup de la révolution française, de la révolution bolchevique, ça me rappelle tellement les révolutions. Et dès que la révolution renverse le tyran, ce qui a été défini comme mal, tout de suite il y a un tas de sujets qui sont au milieu pour éliminer progressivement. D'un côté ça va être les Girondins, après d'autres, avec la révolution bolchevique, c'était le cas, ceux-là, ils sont pas assez révolutionnaires, ou ceux-là, ils sont devenus des ennemis parce qu'ils sont pas d'accord sur nous avec ces sujets. Et petit à petit, tous ceux qui étaient d'accord pour renverser le tyran, ils étaient dégraissés, renvoyés dans les camps, exterminés même, pour que une petite fraction de ceux qui restaient au milieu et ceux qui choisissaient les sujets de polarisation, ils maintiennent leur pouvoir en place. C'est exactement ce que fait aussi Netanyahou, en finançant d'un côté le Hamas et de l'autre côté en le combattant. C'est exactement ça, il contrôle les deux côtés. Mais du coup, ça veut dire qu'il contrôle aussi les deux côtés du narratif, parce qu'apparemment le narratif, c'est pour lui le combat, enfin la bataille la plus importante qui se passe dans les réseaux sociaux. Et ça, malheureusement, même si on a mis toutes ces méthodes de comment ils nous manipulent pour nous diviser, même si on a mis tout ça en ligne, il se trouve que ces influenceurs, dans leur grande intelligence analytique, qui est réelle, je veux dire, des gens comme Idriss Aberkan, ils sont loin d'être cons. Ou comme d'autres analystes qu'on ne peut plus mentionner parce que sinon ils ne sont pas contents. Tu vois, ceux-là aussi, ils sont d'une pertinence extraordinaire. Tu vois ? Mais... voilà, ils ignorent framework des armes, ils ignorent certains aspects de cette guerre qui fait que maintenant, au lieu que ce soit nous contre les élites, c'est les supporters d'une élite contre l'autre. C'est devenu un match de foot, tu vois. C'est dommage. Je pense qu'on peut faire mieux que ça, mais bon, là, encore une fois, c'est pas une leçon de morale, c'est un frère qui parle à ses frères et à ses sœurs. Je parle avec le cœur, je parle pas avec mon cerveau. Probablement, il fonctionne pas correctement, tu vois. J'en sais rien, mais mon cœur, c'est ce qu'il me dit de dire là dans cette situation-là. J'aime tout le monde. Voilà.